And we're going to follow with the second panel, and I will switch in French. Bonjour. Et je vais appeler dans l'ordre. She's been wanting to do that all week. Je vais appeler donc à la deuxième table sur l'innovation et les projets humains Emmanuel Larocque de Social Builder. Bienvenue Emmanuel. Sarah Nafa, Mookie Skills. Cécile Dejoux, du CNAM. SNAM. C'est OK, SNAM. Laurent Sulin, Lux Innovation. Merci. Et Marie-Sophie, oui, c'est tabou. Et Marie-Sophie. So, feel free to speak in English if you want. I will ask the question in French. And Natalia can ask you some question in English too. Is it okay? We'll just do the French. I know that you can do it too. Merci beaucoup d'être là. On est vraiment ravis de vous recevoir tout ici. On va suivre le programme suivant. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter chacune avec vos propres mots. On va aborder différents sujets. C'est ce qui nous intéresse dans ce panel, c'est différents profils. Ce qu'on veut connaître, c'est votre expérience, votre feedback, ce que vous vivez au quotidien. Donc, feel free de dire tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis après, on passera à tout ce qui est innovation et projet humain dans le sens très large, mais encore une fois, appliqué à chacune dans vos secteurs. Ça va? OK, thank you. On va commencer par Marie-Sophie. Bonjour, moi je suis Marie-Sophie Wyss, je suis associée dans un cabinet de conseil qui s'appelle PMP en charge de l'assurance. Donc le lien avec cette soirée, c'est qu'effectivement mon métier au quotidien, c'est d'accompagner les assureurs dans leurs nombreux défis et notamment de les accompagner dans leur processus d'innovation. Peut-être un petit mot, parce que ce qui me relie à cette soirée, c'est Axiel. Qui est effectivement une start-up fondée par une woman in tech, Frédéric Sintra, qui est à la fois la partenaire, qui est la première personne qui m'a parlé de cette soirée et de l'Eurotech Week, et donc qui a développé une application de networking dédiée aux femmes, parce que finalement le networking, les femmes en font peut-être un peu moins que les hommes, et ce serait bien que ça ne soit pas durable. Voilà. Moi, je vais vous parler de l'assurance et de comment l'assurance en vient aux nouvelles technologies en se rendant compte que c'est une façon de rendre ce monde plus humain. Bonsoir, Laurent Sulin. Donc, je travaille chez Lux Innovation. Lux Innovation, c'est une agence qui mêle privé et public. Et ma mission au jour le jour, c'est d'aider les startups à grandir, à évoluer, à se développer. Et on les soutient aussi bien au niveau du stade de l'idée, et créer leur business plan, se développer, challenger leur idée, les aider à évoluer, aussi bien en termes de financement. En fait, le gouvernement luxembourgeois aide vraiment beaucoup les startups et les aide vraiment à se financer, à grandir et à évoluer. Mais également, on a aussi un concours qu'on organise 2 fois par an, et qui permet en fait d'avoir non seulement du coaching mais également du financement, également créer du réseau et ouvrir le réseau de l'écosystème luxembourgeois à toutes les startups qui souhaitent et qui y sont sélectionnées. Et donc le lien entre le CES et l'Eurotech Week est direct, je pense. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. Merci à Christophe. Nous sommes venus en fait à deux femmes. Nous sommes venus avec Isabelle Galli et nous sommes venus pour observer ce qui se passait au CES. Et donc on est vraiment comme des enfants, on est vraiment là pour essayer de capter. Mon nom est Cécile Dejoux, je suis professeure des universités au CNAM à l'ESCP Europe et directrice de la chaire le Learning Lab Human Change, qui est une chaire partenariale avec des entreprises où on observe sur différents lieux, ça va être l'Asie, ça va être les États-Unis, ça va être l'Europe, l'évolution des pratiques de travail, l'évolution du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment dans de la recherche-action. On est très heureux, vraiment très heureux d'être là, d'avoir vu ce que c'était le CES, alors qu'en fait d'habitude nos milieux c'est plutôt la recherche, c'est plutôt les conférences entre grandes entreprises et c'est moins les salons produits.
Alors, bonsoir. Donc, moi, je suis Emmanuelle Larocque. Je suis la fondatrice d'une entreprise sociale qui s'appelle Social Builder. Et notre mission, c'est à travers l'innovation, amener massivement les femmes dans la tech. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Donc, les chiffres en France, c'est à peu près 27% de femmes. Enfin, c'est un chiffre même assez, encore pas complètement global. C'est 27% de femmes dans l'univers numérique, les métiers numériques, et un peu moins de 10% de femmes dans les écoles de code. Donc ça veut dire que sur, on va dire, l'alphabet d'aujourd'hui, en fait, les femmes ont peu de chances de naviguer, ou en tout cas peut-être d'évoluer, moins de chances d'évoluer dans les métiers et les compétences d'avenir. Et nous, on propose, par une approche systémique et innovante, tout un tas de services qui vont des services pour les femmes, des formations à des métiers d'avenir, des services pour les entreprises qui sont des dispositifs pour accompagner les femmes vers des métiers d'avenir en interne ou même de l'externe en interne, ou les faire évoluer dans l'entreprise, ou même travailler avec les collectivités territoriales, avec les territoires pour créer des écosystèmes où la question de l'inclusion, la diversité, voilà, soit, on va dire, un réflexe, une logique, pour que les femmes rentrent dans l'écosystème et surtout y restent. Et puis après, on fait du lobby, on fait plein de choses. Et puis je vous parlerai des projets innovants après, parce qu'il paraît qu'il y a une petite césure là-dessus. Et par exemple, sur nos programmes de formation, on travaille avec le CNAM. Voilà. Petit clin d'œil. Bonsoir, donc je m'appelle Sarah Nafa, je suis la fondatrice de Mookie Skills, que j'ai créé il y a 3 ans, avec un rêve qui sortait vraiment du fond de mes tripes. Et ce rêve a commencé par cette définition que je me suis donnée de l'apprentissage et du savoir, finalement, qui était pour moi une arme de reconstruction massive. Pour moi, la seule chose qui changerait le monde réellement, celle qui ferait avancer le monde, c'était apprendre. Mais pour apprendre, il fallait que l'apprentissage soit adapté. Et j'ai souvent remarqué du moment de mes études que ça passait pas du tout, en fait. Je n'arrivais pas à apprendre. Et c'était toujours de ma faute. Donc j'en ai eu marre que ce soit de ma faute. Et je me suis dit qu'il fallait créer un système qui nous permettrait d'adapter les parcours de formation avec toutes les données qui existent aujourd'hui, les MOOC, les SPOC, les cours en ligne, les gens qui peuvent nous apprendre des choses. Et finalement créer une sorte de système d'exploitation, un OS du learning qui gérerait ces différents paramètres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait par petits bouts, puisque c'est quelque chose de gros à construire, donc on bootstrap. Et l'idée, c'est de regarder comment la personne résout ses problèmes, comment elle gère son environnement, quel est son environnement d'apprentissage, quelles sont les ressources disponibles, et à partir de ça, lui créer un patchwork qui lui soit complètement adapté. Finalement, Mookie Skills, c'est juste l'histoire d'une plateforme qui veut créer 7 milliards de façons d'apprendre, une pour chaque être humain sur Terre, et c'est la mission que je me suis donnée dans cette vie. Demander ton âge? J'ai 24 ans. Yeah, 25 dans un mois. C'est génial. Vous avez vu, donc les profils sont extrêmement variés et l'innovation, on va la retrouver tout de suite. Alors, vos projets innovants, les projets dans lesquels vous vous impliquez, il y a de l'innovation. On a fait exprès d'appeler ça projet innovation et projet humain parce que de toutes mes lectures, j'ai cru voir que c'était soit séparé, soit ça allait ensemble, soit c'est complètement séparé. Et je sais que chacune, dans votre univers, vous avez, je crois, rapproché ces deux mondes. Marie-Sophie ? Alors peut-être commencer, moi j'ai commencé par raconter une histoire qui n'est pas drôle. C'est comment les assureurs, pendant un certain temps, ont un peu raté le virage justement des nouvelles technologies, de la digitalisation. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que ils avaient des barrières, et notamment des barrières humaines. Les assureurs sont confrontés à énormément de défis, des défis réglementaires importants, le règlement sur les données personnelles, notamment une nouvelle réglementation sur la distribution. Ils sont confrontés à la nécessité de donner à leurs clients, et vous êtes tous des assurés dans la salle, une expérience qui ressemble un peu plus à ce que vivent les uns et les autres dans leur quotidien sur Amazon. Et on sait bien que quand on a comme interlocuteur l'assureur, ça ne ressemble pas nécessairement à la meilleure expérience client qu'on puisse trouver. Ils sont confrontés à une concurrence relativement importante avec de nouveaux entrants et notamment des startups sur ce marché comme Alan, Oscar. On aurait pu penser que dans ce contexte-là, ils allaient se ruer sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, par la digitalisation. Il se trouve que
Dans un premier temps, ça a été plutôt les contraintes humaines qui ont fait que ce secteur soit moins vite allé dans l'innovation, notamment parce que, alors peut-être un exemple simple, notamment sur les réseaux de distribution, quand on commence à digitaliser la distribution en assurance, eh ben on se heurte à toutes les boutiques, toutes les personnes qui physiquement vendent de l'assurance sur les terrains, et que ça mettait en danger finalement l'humain dans l'entreprise. Pareil sur les plateformes de gestion. Comme cette histoire, elle n'est pas très, très drôle et très intégrée, je vous proposerai tout à l'heure de vous dire comment les choses ont radicalement changé et comment les assureurs sont devenus addicts à la technologie et comment ça a contribué à rendre à la fois leur entreprise plus humaine à l'intérieur et à rendre leurs propositions de services plus adaptées à leurs clients. Concernant l'innovation et les projets humains, donc je pense qu'un point très important, c'est de savoir à quel point les cycles d'innovation ont changé. Donc la mécanisation a pris, je veux dire, un demi-siècle à un siècle, où on a changé finalement les processus humains et manuels en processus mécaniques. Ici, la digitalisation, en 15 ans, a déjà fait des progrès et a bondi et a déjà bouleversé énormément de métiers. Donc en fait, petit à petit, le changement se fait que non seulement ce n'est plus des métiers manuels qui sont remplacés, mais aussi de plus en plus, je veux dire, des métiers intellectuels et qui n'étaient pas touchés, l'assurance, la comptabilité, les banques. Et là maintenant, en fait, les tâches répétitives peuvent être remplacées par de l'intelligence artificielle, peuvent être remplacées par des mécanismes digitaux. Et donc on remet en question des métiers avec beaucoup plus de valeur ajoutée antérieurement. Et donc la clé, et là je suis contente d'entendre Sarah, c'est l'éducation. La clé, c'est l'éducation. Et donc il va falloir pallier à ce que les machines peuvent faire grâce à l'éducation. Et donc renforcer l'éducation de l'humain, renforcer l'éducation des hommes, des femmes. Ça va pouvoir permettre en fait de ne pas avoir peur de la machine et ne pas avoir peur de l'innovation. Donc moi je pense que les prochains challenges de ces années, c'est l'éducation. Robbie has a great challenge about digitalization and all the new machines we have to integrate. Et aussi, je pense que nous devons vraiment investir pour que chacun puisse avoir sa chance dans l'éducation et puisse vraiment prendre sa place dans la société. Merci Laurence, parce que ça va bien avec Cécile, je crois. Ah oui, bah vous prêchez le convaincu. Donc c'est sûr que l'éducation, c'est un peu le fer de lance. Alors l'éducation, oui, le problème c'est qu'en fait, on parle d'éducation jusqu'à ce que la personne arrive, j'allais dire, de tween à T, c'est-à-dire de 18 à 20, c'est-à-dire qu'après on parle de formation. Et ce qui change dans notre civilisation, c'est le fait qu'en fait, on n'a plus le choix. Il faut rester tout au long de sa vie en phase avec ce qui se passe. Et donc, la formation est devenue en fait l'essor même pour pouvoir rester dans ce train qui va très très vite. Et donc, il faut absolument se former. Alors, le problème des femmes, bon, vous êtes toutes jeunes, vous avez toutes plein d'idées. Ce que je peux vous dire, moi, avec mon expérience à la fois de mère qui a eu 2 filles, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas qu'on ne veut pas se former, c'est qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est que quand vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes aussi une chef d'entreprise où vous travaillez et la journée, elle n'a que 24 heures. Et le gros problème, c'est le temps. Comment on fait pour arriver à tout bien faire? Et c'est là où les technologies, eh bien, il faut qu'elles aident les femmes à aller aussi vite que les hommes et pourquoi pas apprendre la course différemment parce que peut-être qu'il y a des raccourcis. Et là, on peut dire qu'en fait, les MOOC sont une façon de prendre des raccourcis. Alors les MOOC, qu'est-ce que c'est? C'est des cours gratuits en ligne. Et c'est surtout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mal. Surtout pas à faire en entier. Un MOOC, on prend une seule vidéo. Si on la réutilise et qu'elle sert, on a tout gagné. Il ne faut jamais faire un MOOC dans sa globalité. C'est n'avoir rien compris à la technologie. Un MOOC, c'est du self-service, c'est du saupoudrage, c'est de l'impressionnisme. Donc moi, je dis simplement à toutes les femmes, choisissez les bons MOOC pour pouvoir avoir les bons influenceurs, les bonnes briques qui vous permettront d'être différentes. Parce que dans la vie, qu'on soit femme ou homme, la seule chose qui compte, c'est de gagner la course. Et gagner la course, c'est pas en se disant femme, parce que dès que vous vous dites femme, de toute façon, vous avez perdu. On le voit, aujourd'hui, on est sur une conférence de la femme. On va dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup moins de monde que toutes les autres conférences. On va dire que c'est la dernière conférence, alors qu'on aurait pu la faire il y a 2 jours. On va dire qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, on est quand même... Ne voilons pas la face. Moi, je suis très heureuse d'être là et je vous remercie. Hein. Mais bon, on voit bien qu'on n'a pas un grand succès dans l'audience. Donc, on voit bien que le problème, c'est qu'en fait, on est toujours dans ce problème de stigmatisation. Donc,
donc, je sais qu'il y a de moins en moins de jeunes filles féministes et je suis très heureuse de voir qu'il y en a quelques-unes. Mais quand je vous ne suis regardez... pas du tout féministe et il ne faut pas m'accumuler de cette étiquette. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a un vrai sujet d'ailleurs chez les jeunes femmes et la défense de la cause de la femme. Et au CNAM, on a ouvert une chaire sur le genre. On a ouvert une chaire sur le genre parce qu'on ouvre des chaires sur tous les grands sujets. Donc, c'est les sujets des seniors, etc. Et le genre en est un, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus dans l'inconscient des filles, et ça, c'est vraiment un sujet de société, cette volonté de pouvoir essayer d'avoir une place à l'équivalence. Elles ont accepté la situation où elles sont. Et donc, c'est bien, parce que quelque part, dans la différence, en fait, on crée quelque part des armes négatives, mais en même temps, il faut aussi avoir des armes pour aller plus vite. Et donc, l'apprentissage, la formation, les MOOC, c'est une façon de raccourcir le chemin. Alors, le MOOC du manager au leader est le premier MOOC de France. On est à plus de 160 000 personnes. Et sur ces 160 000 personnes, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on a fait des études et on a énormément de femmes qui le suivent. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent faire leurs tâches ménagères en écoutant MP4 le contenu et qu'elles peuvent être certifiées et faire de la VAE, de la validation d'acquis professionnels, c'est-à-dire avoir un diplôme alors qu'elles n'ont pas été en formation. Et le deuxième MOOC qu'on lance le même jour de l'ouverture du CES, c'est Manager avec l'intelligence artificielle. Et c'est donc un MOOC qui est là pour tout le monde, pour comprendre ce que l'IA change à la fois dans nos vies et dans le métier de manager. Waouh, c'est déjà bien, on y est allé là. ça va aller dans justement la confrontation des points de vue, c'est riche. Alors, innovation humain, moi c'est le sens de ce que je fais concrètement, c'est-à-dire comment faire en sorte que tous les humains, l'ensemble des humains bénéficient et contribuent à l'innovation. Parce que moi, je travaille sur inclusion, concrètement. Donc, disons que il est assez, aujourd'hui, quand même évident, il y a tout un tas d'études qui existent dans tous les sens qui montrent que de créer des écosystèmes pluriels, divers, avec des gens qui ont des expériences différentes, ça crée de l'innovation, ça crée de la créativité. Ça, je pense qu'il faut le redire à personne, mais pas parce que, justement, on est dans la complémentarité, mais parce que de créer des environnements avec des personnes qui ont chacune une perception du monde différente, un vécu différent, ça autorise des personnes qui étaient avant un peu entre eux, à penser aussi différemment, à penser out of the box. Donc ça crée de l'innovation pour l'ensemble des individus. Ça, c'est assez évident, même si ce n'est pas encore complètement un réflexe de créer ces écosystèmes divers. Ce qui pour moi est peut-être plus le challenge, c'est comment l'innovation va être inclusive, comment on va utiliser l'innovation pour créer des environnements inclusifs où chacun va pouvoir bénéficier justement du progrès, des progrès amenés par la technologie. Et ça, cette logique un peu de éthique ou inclusion by design, pour tout ce qu'on est en train de mettre en place, on n'y est pas encore. Voilà, et je pense que ça, c'est un enjeu clé. Après, du coup, dans nos activités, on a deux pans. On a bien sûr de travailler sur le public des femmes pour faire en sorte qu'elles restent compétitives dans justement cette marche à identifier de nouvelles compétences, se former sur les compétences de demain, aux métiers de demain pour rester dans la course, parce qu'on sait que potentiellement c'est elles qui vont être les plus touchées par les révolutions et les transformations des métiers. Donc ça, on est encore en train de le découvrir, parce qu'il y a des études qui sortent en ce moment toutes les semaines sur combien de métiers vont être détruits, à quel niveau, quelles compétences vont rester, qu'est-ce qui est compétitif. Donc ça, cette partie-là, nous, en fait, on forme sur... on va former cette année pratiquement 4000 femmes sur des compétences innovantes avec des grands partenaires comme par exemple Facebook, ce qui est énorme concrètement. Et de l'autre côté, pas par rapport au CNAM bien sûr, mais nous sommes 10. Et à côté de ça, on travaille sur juste cette partie justement inclusion by design, c'est tout ce que je dirais, c'est de l'ordre des stéréotypes. Pourquoi on va créer ces environnements, pourquoi on va analyser comment pensent les intelligences artificielles, est-ce qu'elles reproduisent des biais ou pas. Et donc on travaille avec des entreprises sur comment créer des environnements justement où il va y avoir un réflexe, un design de l'environnement, un mindset, donc des formations ou des dispositifs d'environnement où on va penser tout de suite inclusion. Donc ça fait partie des autres projets qu'on développe. Et pour travailler aussi sur la massification de l'implication des femmes dans les nouvelles technologies, on est en train de développer un bot avec la mairie de Paris et Vivatech pour amener massivement les femmes à connaître les nouveaux métiers et les connecter avec des acteurs de la formation,
des entreprises, des événements où elles vont pouvoir vraiment s'immerger dans la réalité des métiers, les découvrir au quotidien et du coup voir développer cette passion des métiers et pouvoir travailler sur des nouveaux projets professionnels. Voilà. Pour ma part, quand je pense à innovation et humanité, je pense à un monsieur qui s'appelle Douglas Engelbart. C'est le type qui a créé la souris, donc le truc qu'on utilise tous. Mais il n'est pas très connu pour le coup. Il a écrit en 1962 un article qu'il a appelé « Augmenter l'intellect humain », dans lequel il décrit un framework de ce que devrait être la machine pour l'homme. Et pour lui, la définition qu'il donne, c'est la machine doit aider l'homme à gérer la complexité qui change sans cesse dans le monde et l'aider à mieux comprendre le monde. Entre 62 et 2017, on s'est un peu perdu dans ce... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'on s'est un peu perdu dans cette espèce de philosophie où finalement, on a essayé de créer des choses qui allaient non pas remplacer, mais en tout cas qui allaient faire penser aux gens que ça allait les remplacer. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on a peur de l'IA, c'est qu'on ne comprend pas l'IA, qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. Finalement, c'est des règles, c'est des réseaux neuronaux. On essaye de reproduire l'intelligence. Aujourd'hui, notre propre intelligence, on ne la comprend pas et on ne la connaît pas parfaitement. La définition de l'IA, justement. Alors, je l'ai notée, je vais la ressortir texto parce que du coup, je n'ai pas une bonne mémoire des définitions. La définition de l'IA telle qu'elle a été donnée en 60-70, un peu plus loin, c'était la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont traitées habituellement par l'homme de manière satisfaisante, comme l'apprentissage perceptuel. Et le mot artificiel était dans le sens où ce n'est pas un processus naturel. Et donc si on pousse la chose encore plus loin, on peut se demander est-ce qu'une IA pourrait créer une IA plus forte qu'elle ? Et aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une intelligence créer une intelligence encore plus forte qu'elle. Donc je pense que c'est peut-être un biais finalement sociétal où on a peur de ce qu'on ne voit pas, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc c'est un peu à ça que je pense. J'aimerais rebondir sur les propos de Cécile du coup parce que j'ai un peu grogné. J'ai entendu des choses qui m'ont rendu un peu perplexe. Mais c'est bien, il faut quand même un peu de débat. Ah bah oui. C'est comme ça qu'on avance. En se challengeant. Du coup, je suis un peu perplexe par rapport à la position de la femme dans le discours que tu peux avoir. Tu parles de course. Je ne sais pas si tu parles de course à l'égalité ou de course au dépassement. Moi, personnellement, je ne veux pas être l'égale de l'homme. D'ailleurs, je ne crois pas au concept d'égalité. Je crois au concept d'équité, qui pour moi a beaucoup plus de sens. Alors, c'est mon point de vue, hein, il m'appartient. Du coup, je sais pas, moi quand je regarde cette salle, je vois pas des femmes, je vois pas des hommes, je vois pas des noirs, je vois pas des blancs, je vois pas des jaunes, je vois des êtres humains qui sont assis sur des chaises et qui sont en train de m'écouter et c'est tout, ça s'arrête là, des êtres humains. Et je pense que déjà si on revoyait les points de vue et les mots qu'on mettait sur les choses, on avancerait un peu mieux. Et aujourd'hui, dans ma très courte carrière de 3-4 ans d'entrepreneuriat, j'ai un fait assez marrant. Quand on me parle en dehors, quand on me dit « Alors Sarah, comment tu ressens le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat ?» faut savoir que j'ai 5 des plus gros clichés de la non-réussite. Je suis une femme, je suis musulmane, je suis algérienne, donc arabe, je suis jeune et j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je me suis arrêtée après le BTS en tant qu'assistante. Donc, cliché, pourtant, je suis ici, assis à côté de vous. Et finalement, les personnes qui m'ont posé le plus de problèmes en tant que femme en étant entrepreneur, mesdames, je suis désolée, mais c'est les femmes elles-mêmes. Enfin, non, sérieusement. Les femmes m'ont toujours remis à ma condition de femme. C'est-à-dire, non mais tu comprends, quand tu vas grandir, quand tu auras 30 ans et que tu auras des enfants, ce sera compliqué, tu devras arrêter et tu devras prendre du temps. Non mais tu comprends, c'est un peu compliqué. Puis avec tout ce qu'il y a à faire, enfin j'ai envie de dire Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, les gars ils ont 24 heures comme nous et pourtant ils arrivent à faire plein de choses. Ils ont des enfants aussi. Il me semble que ce sont quand même de bons papas, de bons maris qui arrivent à gérer leur maison et... Donc non, en fait, arrêtez de me remettre à ma condition de femme en me disant qu'à un moment donné, je vais devoir remettre en cause mes projets, mes machins, parce que je vais avoir un gosse dans le ventre et que je vais accoucher. C'est tout. J'imposerai à mon homme de me comprendre, et s'il ne veut pas, c'est pas grave, j'en choisirai un autre. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des choses à redire, en fait. Et je pense qu'il faut arrêter. Non, mais je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. Excellente, elle est super. J'ai l'impression d'avoir une fille.
Non, mais c'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, tu as 100% raison. Et tu as raison, tu es une belle femme, comme il faut, avec l'énergie, la passion, l'innovation, et sans un regard de toi. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Et quand je parle de course, je parle de course à l'innovation, puisque c'était bien la question. Donc c'est rigolo. Mais on est en très bonne position, Comme c'est très intéressant de voir la perception des mots, parce que en fait sur le mot vitesse, tu as vu vitesse égalitaire, alors que moi j'étais dans la vitesse par rapport à la société et à toute cette masse d'informations qu'on a à prendre. Parce que la course qu'on a à faire, c'est pas la course entre les hommes et les femmes, parce qu'elle est déjà derrière nous, c'est la course quelque part sur toutes les choses qui sont là, qu'on ne comprend pas et qu'il va falloir apprendre, parce que plus on va apprendre, plus on va savoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est magnifique déjà avec le cerveau humain et qui va être encore plus avec la machine. Et on le voit bien, les machines vont nous mettre devant cet énorme écueil de désapprentissage qu'on devra faire pour réapprendre. Donc la course, elle est là, elle est sur la course de l'apprentissage, et c'est la plus belle course humaine qui existe et qu'on fera avec les machines, car les machines vont nous augmenter certainement pour demain pouvoir être encore plus humains. Et on parle, je vous invite vraiment à lire tout ce que peut écrire des gens comme Ganassia sur la singularité, Joël de René sur l'homme symbiotique. On parle de l'intelligence artificielle, mais c'est depuis 1956, depuis la conférence de Dartmouth avec Minsky, qu'en fait cette notion existe. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a des histoires, des prismes où on voit que ces intelligences arrivent à créer des choses qu'on ne comprend pas. Quand vous avez deux intelligences qui se parlent et on n'arrive pas à comprendre leur langage, oui, c'est une course pour comprendre ce qu'elles vont faire. Et c'est dans ce sens où ensemble, qu'on soit des hommes, des femmes et peut-être demain des robots augmentés, eh bien, on va devoir aller encore plus vite, parce que peut-être que nos biais et notre non-connaissance va aller en tout cas dans de multiples chemins. Et c'est dans ce sens que je voulais m'exprimer. Mais c'est rigolo de voir la perception des mots. Les mots ont toujours un symbole. Oui, effectivement. Pour moi, ce qui est important, malgré ce Woman Text, n'est pas d'opposer hommes et femmes, parce que comme disait Sarah, on est tous des êtres humains. Je pense qu'on est tous des êtres humains et on a tous nos choix de vie. Et que c'est nos qualités de cœur et d'esprit qui font qu'on va aller dans une orientation plutôt qu'une autre. Être maman, être entrepreneur, être simplement quelqu'un qui vit au jour le jour. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir ce qui motive nos choix. Et ma propre perception, c'est que vrai, les femmes sont moins représentées dans le secteur de l'innovation, dans le secteur de l'entrepreneuriat, et j'ai envie de dire malheureusement. Mais je pense que là où on les retrouve beaucoup, c'est dans l'entrepreneuriat social. Pourquoi ? Pour moi, parce qu'en fait, les femmes sont beaucoup plus risk-averse que les hommes, et qu'il leur faut des sujets qui les motivent, dont elles ont envie de mettre pleinement leur énergie dedans, pleinement leurs atouts de femmes, mais leurs atouts d'humain, j'ai envie de dire. Et c'est souvent dans les sujets qui sont liés à la cohésion, au support, au soutien des personnes plus vulnérables, dans l'éducation. C'est là qu'on retrouve la force des femmes, la force de cœur, la force de frappe. Et je pense que c'est là que nous, on se différencie, c'est parce qu'il nous faut vraiment de la motivation, et c'est le cœur souvent qui nous motive et qui nous lance toute l'énergie dont on a besoin. Je me permets de réagir parce que je crois que ce discours sur les femmes sont motivées quand on est sur des sujets d'humain, et c'est ça qui va créer l'impulsion. On les retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat social. Et ben c'est pas tout à fait, en tout cas mon point de vue. Je pense qu'on a eu pendant très longtemps ce discours d'une différence sexuée des univers, des tâches, des orientations. On était plus sur les métiers du care, du social, de l'intérieur, de la maison, de l'assistance pour les femmes, et des métiers de la décision, de l'opérationnel, et des métiers technologiques pour les hommes. Fort est de constater, et notamment avec l'arrivée massive de la technologie, dont les femmes se sont complètement appropriées jusqu'aux années 80, et un basculement s'est opéré pour tout un tas de raisons socio-historiques qui aujourd'hui sont très bien étudiées.
mais il y a eu un renforcement des stéréotypes autour de ces représentations-là qui ont éloigné fortement les femmes de la technologie. Et aujourd'hui, on a du mal à rattraper justement ce mouvement de faire en sorte que les femmes se réapproprient la légitimité d'aller vers la technologie, qui pour le coup ouvre un univers et un champ des possibles incroyables pour solutionner justement des thématiques humaines profondes qui peuvent leur parler, mais de la même manière qu'elles parlent aux hommes. Quand on se balade sur le floor et qu'on rencontre les startups, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'hommes qui travaillent sur des startups qui ont lien à la santé, à l'éducation, à l'environnement. Donc ce ne sont pas des sujets de femmes, il n'y a pas deux sujets de femmes, il y a des sujets sur lesquels on va avoir un intérêt, une polarité, et il y a une ouverture à des possibles qui aujourd'hui malheureusement restent encore trop suffisamment limitées. Et donc moi mon objet justement c'est d'amener les femmes dans l'écosystème numérique, leur faire comprendre comment les technologies fonctionnent pour que toutes leurs envies, leur créativité, leurs ambitions et leurs souhaits puissent aussi contribuer au monde de demain et qu'elles soient pleinement actrices de ce monde. Et voilà, donc je pense qu'au niveau des stéréotypes, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, parce qu'en fait, on est en train un peu de dévier, mais c'est très intéressant. Parce qu'en fait, au départ, on était sur une réflexion entre est-ce que en fait, l'humain est compatible avec l'innovation, effectivement qu'on a bien illustré les unes et les autres. On a dérivé, c'est très bien, parce que c'est aussi pour ça qu'on est réunis dans cette configuration ce soir, c'est de se poser la question s'il est bien normal que dans un nouveau secteur, que sont les nouvelles technologies, finalement, on soit en train de reproduire une telle inégalité de présence entre les hommes et les femmes. Alors on nous a opposé des choses et que c'était bien normal parce que finalement on est différents. Alors moi je partage totalement, je pense que c'est très bien, les hommes et les femmes sont différents, je crois à la diversité et pas non plus à l'égalité, on n'est pas pareil et c'est très bien. Ceci étant, j'ai vraiment du mal avec tous les clichés de dire que finalement si les femmes ne sont pas dans les nouvelles techno, c'est tout à fait normal parce que elles sont soit averses au risque, soit parce que elles sont un peu moins profil ingénieur, enfin j'en sais rien. Tout un tas de mauvaises raisons qui font qu'en général on considère que les femmes sont plus empathiques que les hommes, que les hommes sont plus courageux, je ne sais pas, tout un tas de poncifs qui sont complètement, à mon sens, erronés. J'ai rencontré récemment un patron de grand groupe que je ne citerai pas ici, qui disait que c'était confronté au fait d'arriver à la parité dans les instances de direction. Le secteur de l'assurance, en gros, il y a 60-65% de femmes dans les entreprises et il doit avoir 10% dans le meilleur des cas dans les COMEX. Il disait que finalement, c'était un peu normal que ce soit comme ça parce que finalement, les femmes n'étaient quand même pas totalement armées pour avoir ce type de poste parce qu'elles étaient un peu plus faibles, un peu plus empathiques, très affectives et que finalement elles réagissaient parfois difficilement à des environnements brutaux et relativement masculins. Moi j'ai du mal avec tout ça et quelque part on entend un peu ça aussi pour justifier qu'il y a un peu moins de femmes dans les nouvelles technologies. On justifie aussi ça en disant que les femmes sont moins bien payées parce que finalement elles n'aiment pas demander des augmentations de salaire, etc., etc. Tout ça ce sont des poncifs qui excluent simplement des choses qui ont des ressorts un peu différents à mon sens. Mais après on va peut-être revenir sur le sujet de l'innovation et de l'humain. Oui, mais je me demande si c'est pas le second sujet qui nous intéresse le plus. Je ne suis pas sûre. Oui, c'est effectivement. Alors bon, peut-être oui, la transition qu'on peut trouver, c'est qu'effectivement, pour mener cette transformation de l'assurance, on est arrivé. Je ne sais pas, c'est plus ou moins artificiel, mais on est arrivé. Effectivement, finalement, cette évolution vers l'innovation de l'assurance a souvent été portée par des femmes, parce que bizarrement dans les femmes, il y a beaucoup de directrices de CTO qui sont des femmes. En l'occurrence, je ne vais pas la faire longue parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit passionné par le secteur de l'assurance, mais il n'en demeure pas moins que dans le cadre d'une opposition entre l'innovation et l'humain, il se trouve que sur nos métiers, fondamentalement, on est en train de rendre cette fonction qui est tout à fait sociale, qui est fondamentale, qui est l'assurance, beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche des besoins des consommateurs finaux, parce que l'expérience client est meilleure, parce que les offres elles sont beaucoup plus segmentées, parce qu'on est beaucoup plus assisté dans la consommation de quelque chose qui était anciennement complexe et qui va devenir avec les nouvelles technologies beaucoup plus simple. Donc effectivement on a un peu réconcilié le sujet humain et nouvelles technologies, notamment grâce aussi à beaucoup de formations en interne pour amener toutes les équipes, femmes et hommes, un peu à niveau des nouvelles technologies. Let's
Difference of opinion sounds so wonderful in French. It's almost as everyone agrees. Does anyone have a question? Il y a une question, please. Ah, voilà. Merci. En fait, moi, c'est pas une question, c'était juste pour compléter. Yourself, Yeah. please? Ok. I'm Tigenia Saustier. Pardon, je parle en français ou en anglais? En anglais, so I am Tigenia Saustier. I'm the founder of Kalima. It's a PR agency, and we are partner of the Eurotech Week. So I own I have my own enterprise. I am a mother of 3 kids, 16 and 6. So I understand perfectly what we live and what we are speaking about tonight. All the technology are very important for us to help us in our daily work and life. But there is one point very important. It's the education of the children, and because it starts at school. And I'm really, I worry when I see what happened today in the schools, because nothing is changing at all. And you have a lot of difference between boys and girls. And my 2 daughters, for example, are saying, well, mathematics is not for me. And the boy is saying math is for me. So there is a lot of things that are not changing at school. And I think education should help also to create, I don't know how, but more equity and more similarity between boys and girls. That's it. So I perfectly agree that education is really a ground and really a support for any human, girls, boys, and so on. And that we do not only need to change our minds, but also to change the teachers, because the teachers are the base. And I think that too often the teachers, and I have also one daughter and 1 son, and my daughter is also saying I'm 0 in math, so which makes me completely crazy, because I worked a lot in math, and I do not agree at all. But I think that we have to change the minds of the teachers and all the society, that women are even able and also able as men and don't have any differences. I think that we have really to change all the minds of the people, and that make the spirit that we are all able to achieve what we want. Oui, moi je vais vous parler en français pour vous dire que j'ai aussi 2 filles qui sont toutes les 2 ingénieures en technologie. Et je vais vous dire en fait pourquoi. Parce que je leur ai toujours dit, on va te dire que tu seras pas bonne en maths, mais tu vas leur prouver d'abord que tu seras meilleure que tous les autres. Et je pense qu'en fait, c'est ma perception, mon opinion, il faut dès l'enfance donner sur toutes les compétences, les soft skills, les hard skills, le même discours. De toute façon, tu as un potentiel, va le chercher. Et quelle que soit la matière, et autant elles ont fait de la boxe, et autant elles ont fait des maths, et autant elles ont fait de la musique, et voilà. Et à un moment donné, je pense qu'en fait, il ne faut pas jeter la pierre, et pourtant je suis enseignante, hein, ni aux profs, ni à la société, ni à l'éducation. Il faut prendre l'environnement comme il est, et il faut se battre avec les armes qu'on a. Donc la course à l'apprentissage, et surtout en tant que parent, toujours survaloriser l'enfant. I'm really glad that you talk about programming and children, and it just made me think about Scratch. Everyone in the room just knows Scratch, not Scratch like the DJs said, no. Scratch is a programming language for kids. It's a visual programming language with like blocks. It's really cool. You could just like build a Space Invader in 5 minutes. And I gave some course last year to children, and I discovered a community of Scratch created by the MIT and Mitresnik. And, you know, like the government in France just heard about Scratch and say, okay, it's really a good idea to just implement Scratch in all schools, in all primary school. And so they bought a lot of computers and a lot of robots
everything, you know, like big investment. And this paradox and this story just make me think that it's not about technology, it's about how we are using it. It's not about what we learn, it's how we learn it. You know, Scratch you can learn with a book, and it's okay. But the real meaning of Scratch is imagination, dreaming, going far away from just push up the barrier. And we don't learn this in national education in Paris. Like in France, you have teachers that has received the consigne to learn Scratch, and even the teachers doesn't know how to work with Scratch. So, okay, let's go teach programming and coding and technologies and everything. But maybe we can teach it with the heart, with the soul, with like values, with something more than just computers. I may be in technology, but I use maybe 15% of the time my computers, and 50% I use this and a pencil. And that's okay. I feel digital because it's just helped me thinking. And I think the next generation need to be like technology addicts, but with a lot of values. And if we just learn technology, we will continue in the world that we have. So it's not about learning, it's about what we do. Yeah, and at MookieSkills, we say that everything is a way to learn. You are a way to learn. The book is a way to learn. Going to a conference is a way to learn. Facing a problem is a way to learn. Doing a MOOC is a way to learn. Watching a YouTube video is a way to learn. So we just see every type of content and every type of knowledge, just to see it's okay. If you can't learn with computers, like with a MOOC, don't forget that the MOOC, the average abandon of the MOOC is like 18%. 80%. It's like huge. It's because there's people that just can't learn with a computer. I am in digital and I hate MOOCs. I can't do a MOOC. I can't learn by MOOC. It's upsetting me. Yes, really. So, yes, for using digital, but just understand that some people will not do it. And you were talking about inclusion. When you go to some community, some social center in France, you just see some population that are far away from digital. And it's not that they don't want. It's like their head are shaking because they are ill, so they could not use a keyboard. That's an handicap, so they could not. And for those people, we are telling them, you're going to pay your tax on your computer, and if you don't do it on your computer, you will be in the wrong way. So that's your fault. And this is not a fair humanity. So yes, for technology, but just accept that exist people that don't want technology, and that is okay. We have to be okay with that. So I will continue with my questions. Okay. Thank you. What about the CES? What have you seen at the CES? Is it your first CES? Because it's finished today. No, we don't have another week. You're happy. It's finished. You can answer in French. Oui, c'était mon premier CES. Ça a été d'abord, impressionné par la diversité, le flot d'informations, et grosse frustration de même en une semaine de ne pas avoir vu ce que j'avais envie de voir, de ne pas être sûr de bien avoir sélectionné, d'avoir envie de ranger ça un peu dans ma tête. En tout cas, moi, les choses qui m'ont marqué, alors c'est la place sur ce salon malgré tout de l'enjeu du sommeil, et je pense que j'ai récupéré tout un tas d'outils, de moyens plus ou moins digitaux pour bien dormir, ce qui va nous être utile aux uns et aux autres en revenant dans nos pays respectifs avec le jet lag. Plutôt assez impressionné, ça c'est le petit cocorico, par les deux stands, notamment le stand de la Poste, qui effectivement, c'est peut-être aussi un lien avec le propos
qu'on souhaite traiter ce soir, qui était une jolie réconciliation de l'innovation et de l'humain. Effectivement, toute la proposition de valeur de la Poste était à la fois dans des choses relativement simples, mêler une présence physique, le facteur, avec des outils digitaux, tout ça pour simplifier le quotidien et rendre la vie plus douce à un certain nombre de personnes. Voilà, moi c'était le sommeil et la Poste. Effectivement, c'était mon premier CES. Disons qu'ici, c'était très impressionnant de voir justement toute cette diversité, tous ces différents sujets et ces différents exposants start-up, que ce soit, je veux dire, de la petite start-up au tout grand moyen, la Poste, que ce soit les grands constructeurs automobiles pour le CES, etc. En tout cas, de mon point de vue et par rapport à mon travail à Lux Innovation, ce qui reste un point commun à toutes les startups, c'est le financement. Et un point qui reste vraiment crucial et qui reste vraiment quelque chose de compliqué. Et beaucoup de startups m'ont parlé de leurs préoccupations, de trouver que ce soit des moyens, du cash, etc. Et une des problématiques qui a été soulevée, c'est que oui, on arrive à lever des capitaux, mais souvent, ça nous demande de diluer notre propre capital et donc de perdre une partie de notre travail et de son indépendance. Et par rapport à ça, je voulais dire que, enfin, je fais peut-être un petit peu aussi la pub de notre propre programme. Il existe des programmes, dont celui qui est offert chez Lux Innovation, où on a du support et où on ne dilue pas le capital ni les efforts des sociétés. Et ça, c'est très important parce que quand on se donne la peine d'être entrepreneur, de prendre des risques et de mettre toute son énergie dans sa propre société, pouvoir valoriser son travail, c'est très important. C'est Laurence. Okay. Oui, alors c'est le premier CES et c'est vraiment un grand waouh. C'est un grand waouh parce que je n'avais pas du tout l'habitude d'aller dans les salons, même en France, sur les objets, ni l'automobile ni autre, mais plus des salons de recherche. Enfin, bon, donc la première chose, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie géographie du CES. Il y a ces halls de production de produits asiatiques où on voit la petite prise, etc. On voit vraiment tous les briques pour assembler. Ensuite, on a les gros constructeurs et ensuite, on a les startups. Donc, je trouve qu'il y a une vraie thématique. Après, on a vu plein de pays. Alors, il y a des pays, Israël, la Hollande, etc. Je n'ai pas vu beaucoup l'Amérique du Sud. Donc, si ça m'intéresserait de voir si certains d'entre vous, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu des stands d'Amérique du Sud? Yes. Ah, ok. Ah, ben je les ai loupés. Ok, voilà, bon, je les ai loupés. Mexico, parce que j'ai trouvé qu'il y avait par rapport à la population. Voilà, ok, thank you, so I need to go back. Donc voilà, donc ça c'était la géographie pour moi était assez significative de la globalisation du monde et comment le monde fonctionnait. Le deuxième point qui m'a semblé quand même très positif, c'est de voir l'enthousiasme des Français. Moi, pour voir l'état d'esprit en France et voir l'état d'esprit des Français à l'étranger, je les ai trouvés positifs, je les ai trouvés sympas, je les ai trouvés hyper présents, optimistes. J'ai l'impression que c'est des Français, ça. Donc quand on va rentrer à Paris, je trouve que là, j'aurais bien pris tous ces Français qui étaient là, comme Back With Me. J'ai bien aimé et je trouve que comme quoi le contexte a de l'influence sur qui on est et ce qu'on fait et comment en fait on est en relation avec. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Après, au niveau des innovations, pour moi, ce qui ressort, ce matin, il y a un article dans l'Opinion qui donne le plus de détails, mais ce qui ressort, si je dois retenir une chose, c'est qu'on rentre dans l'économie du care et de l'assistance. On va nous assister dans tout. Il y a la couche connectée, on va tomber, on va nous assister, on va nous dire comment gérer notre emploi du temps. Enfin, il y a des assistants partout, que ce soit dans In the Pocket, ou que ce soit des robots, ou que ce soit en interaction avec. J'ai l'impression que là, on ne peut plus faire un truc sans avoir 4 assistants autour de soi. Cette économie du personnel care, cette économie de l'objet coach, enfin tout ça, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens en tant qu'enseignant-chercheur. Et c'est vrai que le futur du travail, ça va être, je pense, dans les 10 prochaines années, de se libérer de tous ces liens qu'on va nous imposer avec cette assistance et cette civilisation de l'assistance.
premier CES, enfin, moi ce que je retiens, c'est l'inutilité de certaines propositions de valeur, mais c'en est... Non, le sens, c'est on trouve encore des choses qui font rêver en fait dans certaines startups, des petits objets complètement incongrus où on retrouve cette spontanéité, l'imagination, du ludique, et à la fois pour des choses qui peuvent être très très loin, ou même des objets d'art presque, une espèce de board avec on peut écrire des petits messages gentils qu'on accroche sur le mur et puis ça change un peu tous les jours. Enfin, il y a des choses qui sont complètement incroyables. Et il y a des entrepreneurs, hommes et femmes, qui sont complètement allumés. Et c'est beau de voir ça, d'arriver à cette réappropriation de la technologie pour aller dans le rêve. Voilà. Ils seront peut-être pas là l'année prochaine. Mais d'avoir cet espace-temps où on peut encore faire ça, je trouve ça beau. Voilà. Et après, ma deuxième réflexion par rapport au CES, c'est j'ai vu aussi des innovations qui peuvent vraiment changer le monde. Par exemple, il y a une innovation tout à fait bluffante qui est un dispositif qui s'accroche sur des lunettes qui permet à des personnes qui ont des problèmes de cécité de pouvoir en fait lire des textes, n'importe quel texte, reconnaître des visages, voire même reconnaître des personnes qu'on connaît si on les a déjà croisées avec un dispositif d'intelligence artificielle très élaboré. Donc une capacitation énorme pour des personnes qui ont vraiment des problèmes pour se déplacer, pour avoir accès à la connaissance. Et en découvrant ce produit complètement life transforming et disruptive, quand j'ai appris le prix, c'est-à-dire plus de $4 000, je me suis dit mais mon Dieu, mais why you make it so unaffordable? Why? Just fucking change the world and you make money anyway. So ça pour moi c'est encore une vision de business qui est trop limitée, qui est trop court-termiste. Voilà. Donc, expand the possible and just understand by changing the world, you're gonna make money anyway. Just fucking change the world. Thank you. Sarah? Moi, je vais faire la relou encore un petit peu. Non, mais vas-y. Ceux qui ne parlent pas à l'envers, du coup, c'est égal lourd, la lourde. Je vais traduire. Alors, du coup, c'était ma première fois au CES et je peux dès aujourd'hui vous dire que ce sera la dernière fois. Et peut-être même la dernière fois à Las Vegas. J'ai particulièrement pas apprécié mon voyage parce que je n'ai pas apprécié la ville déjà. Je m'y sentais un peu comme sur une autre planète où j'ai juste l'impression que tout était faux et je n'aime pas le faux. Je pense que vous l'avez vu, je suis plutôt quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, donc je me suis pas sentie à l'aise. Je me suis dit c'est pas grave, il y a le CES et puis je vais voir des innovations cool et je vais avoir du contenu et je vais pouvoir ramener des choses intéressantes à la maison. Et donc je suis allée faire un petit tour au CES et en fait j'avais l'impression d'être sur Google quand vous cherchez une recherche et qu'il y a genre 14 millions de résultats et qu'en fait il n'y en a qu'un seul qui se trouve à la page 15 qui est le bon et c'est lui le bon et en fait vous ne le trouvez jamais. J'avais un peu cette impression-là de manque de contenu, de beaucoup d'artifices. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Faïma tout à l'heure, je me suis mise à écrire un petit article sur la comparaison entre et si Las Vegas était une représentation quasi parfaite des problèmes qu'on a avec l'intelligence artificielle. Et du coup, ça ne me surprend pas que le CES se passe ici. J'ai un peu l'impression que c'est un espèce de mirage, et tu parles de business, et une façon de faire du business qui est un peu, qui est plus dans ce qu'on veut ou dans ce qu'on recherche. Et je suis assez d'accord pour le fait que c'était assez prépondérant pendant le CES. Donc un peu déçue, quand même contente d'avoir découvert ça, parce que du coup je le voyais depuis la France et j'avais l'impression que c'était un truc de waouh, genre génial quoi. Et en fait, je suis contente d'être venue au moins pour me faire ma propre opinion et surtout pour pouvoir rentrer et casser un peu le mythe aussi. Je trouve qu'on fait on en fait beaucoup des tonnes et malheureusement en faisant des tonnes, on perd de la sincérité du contenu et ce qu'on a fait tout à l'heure avec Cécile. Elle a dit quelque chose, j'ai répliqué, on a eu un débat, elle m'a réexpliqué, on s'est challengé et du coup, là on ressort, j'ai une meilleure définition de ce que elle appelle la course pour les femmes, elle a une meilleure compréhension de moi, ma façon de penser et c'est ça le challenge. Au CES, je trouve qu'on ne peut pas challenger en fait, on ne peut pas être dans une co-construction de nous-mêmes et on est dans un... Voilà. Donc moi, quelle techno tu retiens? Aucune? Non. D'accord. Il y a rien qui m'a expoustouflée en fait. Et je pense que ça se vu, je cite beaucoup la période de la naissance de l'informatique et de l'internet. Et quand on lit
des articles, des textes de ces gens-là qui ont pensé le monde, enfin en tout cas qui ont pensé la technologie telle qu'on l'utilise aujourd'hui, ben en fait ils ont déjà tout inventé quoi. C'est juste que c'était écrit sur du papier et finalement on est dans l'âge de l'exécution. Donc ayant lu toutes ces histoires, bah non, du coup il n'y a rien qui me surprend plus que ça. Je pense qu'il en faudrait un peu plus pour me faire rêver. D'accord, ça marche. I just would like, merci beaucoup Sarah. Could we have your feedback from the CES, Natalia? Absolutely. Yeah, please. So, you've heard about Qualcomm and Intel, and you've seen them. You know how they got started? They got started, and thank you for saying assistance, with government funding, government SBIR, government grants. We facilitated so much. You know, the internet is today because of our Department of Defense. And so it's very important, and it's so nice to hear from all of you, it's your first time, and how amazing it is, and you were able to come here and see American innovation at its best. But what's more important is that we want you to come more often. Because it is what's amazing about the US is the amazing amount of immigrants that we have and companies that we have from the world. We don't do this by ourselves. We do this because of you and with you. So I'm just, I have goosebumps because it's so important. And I just want to say, you're welcome again in my country. And I'm just very proud to have you. That's a tough one. But it's just the convention center is much bigger. But anyway, so I think that I've been here many times and all they do is they rush me in, I speak and I leave. This time I was here an entire week. So it's been really fun just getting to know the companies. And you're right, everyone kept asking, because of my badge, is everyone French here? You're such a big French delegation. Thank you. Merci à tous. Ah, some question there. C'est pas une question, c'est une réaction. Et moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuelle Larocque. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur un point. Et on parle d'innovation et sur un point, mais vraiment, on parle d'innovation et de projet humain. Et en fait, moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait deux possibilités d'accéder à l'innovation. Et c'est surtout ce qu'il ne faudrait pas. Et venir au CES, c'est l'occasion de voir tout le monde. C'est l'occasion d'échanger. On voit de l'innovation, mais il faudrait qu'elle reste accessible à tous. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui est important. Donc c'est profiter du CES pour partager et faire des innovations dont tout le monde pourra profiter. Et pas pour une question de prix. On parle d'équité ici. On parle de diversité et en fait, l'innovation, elle doit être accessible à la diversité. Voilà, c'est juste un mot de conclusion.